yi jërë ngeen def si ànd avec ITV dal nag jàmm ci biir jotaayu xibaar dañu koy dooree ak réewu Sénégal ak réewu Amérique mi nga xamante ne xaatim nañu lu toll si juróomi protocole d'accord ñeel wàllu dem beek dikk bi énergie ak wérgu yaram ñaari réew yooyee daal di xamle rek ne daañu gën a lëkkaloo seen lëkkaloo ci fànn googule lëkkaloo boobule sax ki nga xamante ne moo di secrétaire américain bi di Mike Pompeo ak jëwriñ bi dégg wàllu koom di Amadou Hott dañu ko rafetlu Youssouf Konté Moussa Fall. lii ñu xaatim mu ngi dem ci wàllum dem ak dikk wàllum jumtukaay wàllum énergie wàllum wér-gi-yaram ak yi ni mel ñi nga xam ne ñoo teewal état bu Sénégal ak état américain bi xaatim nañ accord yooyu le ci dibéer bii. bi ñu paree discussion yi nag benn table ronde la woon ñu dem signer ay MOU ay mémorandum ay genre accord diggante Sénégal ak ay entreprises américaines. am na ci wàllu santé wàllu wér-gi-yaram yokk ko en fait infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux Sénégal yi lu am solo la donc FONSIS signé na ak GE pour mun a développer ay imagerie médicale ay centre de diagnostic yu demee noonu ci hôpitaux Sénégal yi Sénélec tam signé na aussi ak ñaari société américaine donc GE ak Waldi Lamon pour développer benn centrale électrique boo xam ne ñetti téeméeri mégawatt la loolu nag ay entrepreneurs ak ay investisseurs sénégalais ñoo koy def wante seen partenaire mooy GE signé nañ tam ak beneen société ci wàllu accès électricité surtout ci milieu rural ak transport d'électricité Senelec tam signé na loolu man tam signé naa ak benn société américaine bi nga xam ne ñoom ñu ngi développer ay projets di ko financer développer ko financer ko aussi ci wàllum éducation wàllum santé ay wàllum aussi logements sociaux ci dans le cadre programme 100 000 logements au président de la République donc. di ay accords yi nga xam ne day gën a dëgëral lëkkaloo bi dox diggante Sénégal ak États-Unis bi nga xam ne sax ëpp na juróom benn fukki at mu doon ab partenariat bu dëgër waaye terewul jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum jëflante mu ngi xamle ni wax na secrétaire d'état américain bi di Mike Pompeo ñu xool naka la ñuy jàppale yenn entreprise américaines yi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw fii ci Sénégal ndax seen ñëw mu gën a yomb. moom it promettre na dina gën a pousser ndax entreprise américaine yi mun a ñëw investir fii ci Sénégal liggéeyloo ndaw yi aussi. accords yi ñu ngi leen di xaatim gannaaw bi nga xam ne kii di secrétaire d'état américain bi di Mike Pompeo mi ngi amal tukki nemmeeku fii ci Sénégal mu doon ab tournée bi mu tàmbali ci Afrique loolu nag mu dooree ko ci Sénégal laataa moo dem ci Angola jeexale ko ci Éthiopie. këru liggéeykaay yu Sénégal ñu ngi am ay jafe-jafe te loolu ñëpp li ñu xamle mooy ne nguur gi amel na leen lu toll si ñaari téeméeri milliards si suñuy koppar loolee tax nag ba ñu tàmbali di wàññi seen liggéeykat loolee nag ki réew Sénégal doon ci jamono ji li nga xamante ne réew bu ñu bàyyi xel la mel ni ki réewu Canada ak États-Unis loolee doon lu jaadu suñu sukkandikoo ci Cheikh Oumar Diagne ak itam ki nga xamante ne ni moo di Oumar Gassama ñoo doonoon ganu Alassane Samba Diop si seen émission L'air du temps Oumar Kane. ci kàddu yu docteur Cheikh Oumar Diagne lu leer la bu fekkee ni tey entreprise Sénégal yu bëri ñu ngi ci boru fayit ndax xaalis bi leen nguuru Sénégal yoreel dafa fekk ni nguuru Sénégal li ko gën a yitteel mooy fay bor bi mu am bitim réew ak fay entreprise yi nga xam ni mën na leen ger. L'État a fait le choix de respecter ses engagements à l'étranger. L'État a une dette extérieure en tout cas. nguuru Sénégal dafa def choix respecter engagement yi mu jël bitim réew. moo tax su nguur gi di fay boram fay bor extérieur bi moo koy gënal. moo tax entreprise nationale yi am ay jafe-jafe ci seen trésorerie ci loi de finances initiale bu ren bi ñu ngi ci wax ni dinañu fay bor bu atum 2017 te même suñuy fay entreprise yi dañuy xool entreprise yi nga xam ni mën nañu leen ger. Il faut faire de la corruption en réalité. En fait, dans les services de l'État, on privilégie certaines entreprises au détriment d'autres. ci kàddu yi économiste bi di docteur Pape Demba Thiam saafara mën na am moom li muy proposé mooy li mu tubbee titrisation de la dette. Le ministre des Finances peut être extrêmement volontaire pour trouver de l'argent et payer la dette. ministre des Finances mën na am yéene lijjanti xaalis ngir fay bor bi waaye am na yeneen solution lu mel ni créer benn marché de la dette. titriser dette bi am nañu ay bourse ci lu gaaw mën nañu taxawal ay jumtukaay ngir titriser dette bi ak Abdelkarim Mbeng amoon nañu projet bu jëm ci li ni mel idée bi mooy suñu créer benn marché de la dette intérieure ñu titriser dette yi fekk fay bi dañ koy orienter ci yeneen activité économique te loolu état bi ak entreprise yi yépp dinañ ci gis seen bopp. Bénéficier des opportunités qui ont été créées par ces investissements publics
pourraient se brancher dessus et investir. ñu nemmeeku ci fan yi ñu génn dëkk yu bëri yu mel ni États-Unis ak Canada yabal seen ndaw ngir ñu ñëw investir Sénégal loolu nag lu normal la bu ñu sukkandikoo ci invité yi. C'est une réalité. Vous savez, je disais tantôt que les pays, les États, n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Ils ont des intérêts. État yi amuñu ay xarit amuñu ay noon intérêt kese la ñu am dama def benn seetlu dëkk yu mag yi seen responsable yi suñu ñëw ci yenn réew yi dañuy indaale chef d'entreprise yu bëri ngir ñu mën a am ay marché africains yi rek ñooy voyager di yóbbaale seeni militants ak seeni njaboot ngir defi shopping kon le fait que dëkk yu mag yooyu di ñëw Sénégal lu normal la ñun ñoo war a taxawu suñu champion. Être aussi donneur en tout cas par rapport aux entreprises étrangères alors que nous pouvons créer nos propres champions. champion yooyu mooy entreprise nationale yi ak secteur informel bi ñu war a formaliser. loi bi ñu soxal wàllu liaas daañu ko xoolaat suñu sukkandikoo ci Abdou Mbow di député ci pencu ndawu réew ma moom nag mi ngi ko xamle ci seen émission jury du dimanche ñu teewlu ab pàcc ci waxtaan bu mu sekkoon ak Mamadou Ibra Kane. volonté du président de la République, c'était quand même. bëgg-bëgg njiitu réew mi di président Macky Sall mooy jafe-jafe yi nga xam ne dafa laal secteur immobilier mu ni ci ay saafara ci loolu la nekk li ñu mel sax moo taxoon mu teg loi bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum loyer loi boobu sax ñu seetlu ne nuñ koy doxalee dafa des loolu moo tax ñun député yi bëgg nañ sax càmbaraat ko bu baax seetaat ko bu baax ndax jàpp nañu ne am na ay problèmes yu bari yu ci nekk. que l'application laisse à désirer, il y a eu des problèmes. leneen lu Abdou Mbow xamle mooy ne nag lu soxal coppite yi ci statut mairie bu Ndakaaru moom tollooguñu fa moom Abdou Mbow nag la mu jàpp mooy ne dal di tabb ay maire dafa doon luy delloo suñu démocratie gannaaw Pape Ibrahima Ndiaye. xaatim ab décret fal ki nga xam ne mooy maire bu Ndakaaru li ni mel Abdou Mbow àndagu ci porte-parole adjoint bu Alliance pour la République gis ne loolu waruñu ko sax waxtaanee ak tamit lu jëm ci wàllum amnistie Khalifa Sall ak Karim Wade. Moi je ne pense personnellement pas. xalaatuma benn yoon fu démocratie Sénégal toolu fu mu nekk nii ñuy xaatim ab décret di nommé ki nga xam ne mooy maire dëgg la ci ab majorité la bokk waaye jàpp naa ne Sénégal boo fi nekkee sa xalaat war nga ko mën a fësal même bu fekkee ne démocratie dafay bëgg lu majorité bi xalaat ñëpp ànd ci. que tu te ranges toujours du côté de la majorité. Abdou Mbow àdduna tamit ci beneen mbir jëm ci wàllum rapport Cour des comptes président commission des affaires étrangères di ci séentu ay sanctions. parce que on ne peut pas aujourd'hui. li ma xalaat mooy waruñoo jël li nga xam ne mooy ay privilèges wala ay ndombal tànk daal di koy dénk ngay ci profito di def li la neex loolu nekkul lu jaar yoon te lu tukkee ci rapport IGE wala yeneen yi dañoo war a def lépp ngir mu leer ñi nga xam ne sax dañ leen tudd ci rapport yooyu wala ñu leen tuumaal ñu def ay mbir yu garaaw ñoom sax ñoo war a boo seetee jël seen initiative bopp daal di tekkil seen bopp seen ndomba tànk te duñu xaar kenn def ko ndax boo nekkee ci benn bopp institution boo defee ay jalgati waroo xaar sax président di tekki sa ndombal tànk yow yaa war a jël sa initiative bopp daal di amal ni mel. de l'IGE ou autre seront sanctionnés. Abdoul Mbow mi ngi dem bay woo sax ñi nga xam ne lañ tudd ci rapport Cour des comptes ñu jël seen responsabilité ndax jàpp na ne ñoom dañoo war a mesurer bu baax jëf yi nga xam ne def nañ ko tekkil seen bopp seen ndomba tànk sax bu ko laajee. ñu wax nag ci li nga xamante ne moo di téere bi Abdou Latif Coulibaly dal di bind moom nag mu ngi tudd Sénégal l'histoire en marche ci boobu le téere nag mu ci waxtaane wàllu koom wàllu politique ak yeneen ba tey ci boobu le téere Abdou Latif Coulibaly di waxtaane nag juróom-ñaari atu Macky Sall yi Binta Ba ciy leeral. Abdou Latif Coulibaly xaatim benn téere tuddee ko Sénégal l'histoire en marche lu ni mel du nguleet ci moom ndax buñ bàyyee xel ci ginnaaw xaatimoon na livre bu ñuy woowee contes et mécontes de l'ANOCI ci jamonoy nguurub Abdoulaye Wade waaye fi mu toll nii noppeegul pour àddu ngir gën a leeral li mu tënk ci téereem bu yees bi. li ma soxal mooy dafa am loo xam ne dafa xew ci réew mi depuis juróom-ñaari at mu bokkoon ci comme bokkoon naa ci moo wax man li ma gis ak ni mu doxee teg ci ay bët. gis ko ne lii laa gis lii laa wax ci lii léegi nag ku ci nekk muy yow muy keneen na nga boo bëggee ne li ma wax amul da nga naan fee bi amut maanaam lii nekkul Abdou Latif juum na ma la nga Abdou Latif lii nga xam ne wane na ko ne lii la ci xalaatam bi baaxul
Abdou Latif di àddu tey ñaax doomu Sénégal yi ñu ñoŋal seenub nekkin. képp koo xam ne yaa ngi toog ñu jox la alalu réew mi jox la ngay am institution muy ma Semba muy ma Demba nga def lu nit mel waree fi nga xam ne moo ci nekk tey dañ la war a teg fi mbaxana nekkee benn la ma doon wax démb fellu ma ci benn dërëm man nag du man maa jàpp yu mbaxana mu teg ci benn waaye benn wax widdiw ma ko ca la ma waxoon démb moom laa waxaat tey. dem ci sax bay àddu ci ressources yi ñu gis ci biim réew. xam nga hydrocarbures gi nga faune et flore bi nga xam ne moo nekk ci géej gi fañ koy gasee débat bu rëy la doo déggoo kenn wax débat boobu xam nga hydrocarbures naka la ñuy fexe ba nga xam ne buñ ko génnee ci suuf si la dal ñeneen ba ñooy dal nga xam ne dañ koy génnee rek dem jaay ko mu dem ndax loolee dina am Sénégal du am na leneen luñ prévoir ba nga xam ne buñ def génnee hydrocarbures bi au lieu kon ñu def ko ni ñuy def gerte gi jël ko rek pagoo ko jaay ko bitim réew ñu fexe ba nga xam ne bu génnee dañ koy defaree fii liquéfier ko dem jaay ko bitim réew nga xam ne duñ perte loolu mooy wax ji nañ xool nag lan la gouvernement di def ci loolu ak fu mu ci taxawee ñu xool ko mën ko discuter mën ko werante ku ci nekk indi ci sa xalaat. bile téere li mu mool bari na jëm ci wàllum politique koom-koom ak nekkinu doomu aadama waaye rawatina mbindum Sénégal ak meññeenteef yi ci génn ci jamono yi ñu nekk. ñu àddu jëmee ci li nga xamante ne moo di sàkk gu ñoo sàkk gu ne ca Wakaam jaraaf yu sundoy daal dina si yéey yàbbi moom nag daal dina ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne mooy loolu daal di si noppi nag daal di àddu jëmee ci li nga xamante ne moo di coronavirus ñu teewlu ay kàddu jaraaf yu sundoy ci micro Mortala Anne Bachir Sow. Wakaam ku bëgg a xam da ngay ñëw gëstu cosaani Wakaam bu ñu waxee dëgg du ngeen xam waxoon naa ko fi lu tax jël leen def ay débat si loolu. ustaas yii ni wax ñu naan ay nii la ñu wax xamal tax parce que ustaas bu jàng ba àggal ñëw ne da ngay créer daara joo xamante ne da ngay jàngaloo xale yi an loo uti gi si pédophilie loo say xañ mag ñi ñoo xa ba ñoon lu bon affaire feebar boobu ma bëggul xam turam te mu nekk Siin mais mag ñi épidémie kenn daaw ko bañ parce que yàlla koy créé waaye yàlla nag lu ma la wis nag am na lu ma la jox loo xamante ne man nga si wéeru pour dem suma mbokki lébu yi nanu fexe ba ñaan ba nga xamante ne fii si réew mii ñu nekk muy réewum Sénégal réew mii nga xamante ne réewu jullit la si urungal bii ñu tuddee Sénégal. mu nekkoon ay kàddu jaraaf Youssou Ndoye mbokk yi fii la ñuy ndax képp bi la jotaayu xibaar waaye dañuy daal di dem fekki Mamadou Ibra Kane si seen émission La Totale Mamadou maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay soxna Oumou Khayri Bass di la jaajëfal merci il est 19h c'est l'heure de La Totale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de La Totale. Ville de Dakar, statu quo ou statut spécial, un maire nommé et non élu pour la capitale sénégalaise, c'est le gros sujet polémique de cette semaine, confraternellement avec Bachir Fofana, spécialiste en communication. Acheter, vendre, garder de l'argent, des gestes de tous les jours, vous faites ce qu'on appelle de la décision financière. Coin Éco va vous familiariser avec une notion économique pas encore très connue. Malik Diop, banquier et directeur général de PAMECA, s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, les séries télévisées, une bonne affaire pour l'artisanat local. Oussama Monique Sagna nous en dira davantage. Le diplomate, la Cour suprême bissau-guinéenne ordonne le recomptage des résultats de la dernière élection présidentielle. Nous serons en ligne avec un spécialiste de la Guinée-Bissau, Cheikh Mahmoud Cissé, a été conseiller du défunt président Malam Bakay Sagna. Ailleurs la Guinée, où le Parlement européen a relancé le débat sur les réformes constitutionnelles. Et puis à Kolda, la coupe de bois continue de faire des ravages malgré l'alourdissement des sanctions.
Enfin, le portrait, la girafe, un animal qu'on rencontre plus dans nos forêts. Quelques spécimens seulement se trouvent dans la réserve de Bandia. La girafe, le plus grand animal encore présent sur Terre. Bienvenue. Cette suggestion... Gros sujet cette semaine, la ville de Dakar, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales ou la présidente jette un gros pavé dans la mare en plaidant pour un statut particulier pour la capitale sénégalaise. Aminata Mbengue Ndiaye présidait la session ordinaire, la première de l'année, sous le thème l'équité territoriale, suffisant pour déclencher une vive controverse sur la question de la nomination par décret du maire de Dakar en lieu et place de son élection. C'est un dossier Awa Diop avec Pape Mafalfal. Cette suggestion dans le nouveau plan de l'aménagement du territoire est objet de controverse. Si certains l'approuvent, d'autres crient au scandale. Et dans tout ce tohu-bohu, des précisions s'imposent selon le vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette réforme ne concerne pas seulement la ville de Dakar. Elle concerne toutes les villes du Sénégal, dont Dakar, particulièrement, et Diamniadio. La troisième précision, qui est plus importante, c'est qu'il ne s'agit pas de proposer de nommer des maires à la tête des communes. La proposition qui a été faite ne met pas en cause le principe de la communalisation et ne met pas en cause le principe de nommer à la tête de toutes les communes des maires. Mais quel que soit l'objectif dans cette proposition, la démarche est simplement synonyme d'un recul démocratique, semble dire le porte-parole de la convergence démocratique, Bokk Gis Gis. Sur le principe d'abord, à chaque fois qu'on supplée un processus d'élection par un processus de désignation ou de nomination, c'est un recul démocratique. Donc au-delà de toute autre considération, déjà dans l'approche, nous pensons que c'est un recul démocratique. Toutefois, cette perspective d'un statut particulier des capitales régionales vient justement dépolitiser la gestion des villes pour une meilleure rationalisation du budget. Vous savez qu'actuellement, la ville de Dakar a un budget de plus de 65 milliards. N'est pas astreinte à un programme déterminé. Et souvent, l'argent est utilisé à des fins politiques. Maintenant, en ce qui concerne Dakar, ce sera une structure administrative chargée de gérer certaines questions importantes, brûlantes, que la ville de Dakar n'a jamais pu régler. Comme le problème de l'éclairage public, comme le problème de l'enlèvement des ordures, comme le problème de la gestion de certains patrimoines ici au niveau de Dakar. Mais le partisan de l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, persiste et signe. La démarche est biaisée et le but n'est plus en secret de Polichinelle, mettre la main sur la ville de Dakar. On vote le maire de Dakar depuis le 19e siècle. Si vous voulez aujourd'hui nous dire que pour que Dakar marche, faudrait-il qu'on nomme celui qui le dirige, les Dakarois apprécieront. Justement, ce citoyen dakarois préfère le système électif et donne ses raisons. Le maire de la ville doit être élu, parce que si c'est l'État qui le nomme via décret, il pourrait ne pas prendre en compte les besoins sociaux et les questions de proximité du maire avec les citoyens de sa ville. C'est uniquement ainsi qu'un maire pourrait régler les problèmes de ses concitoyens. En attendant l'issue des débats sur cette proposition du HCCT, la présidente de l'institution justifie sa suggestion par le fait qu'à l'image des villes capitales économiques comme Yaoundé, Douala ou encore Lagos, le statut de la ville de Dakar peine à évoluer. Bachir Fofana, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Vous êtes journaliste et spécialiste en communication. Faut-il prendre au sérieux l'hypothèse d'un statut particulier pour Dakar? Alors, il faut d'abord dire que c'est un débat quand même qui a été pour la première fois soulevé par un de nos confrères, en l'occurrence Cheikh Diallo, au cours d'une émission dans une radio. Il avait dit, à la RFM, il avait dit il était question, ou il serait question de voir dans quelle mesure poser le débat du statut de Dakar.
Mais quand c'est une institution dont la mission principale est de s'occuper de tout ce qui est collectivité territoriale et de leur marche et de leur fonctionnement qui pose le débat, effectivement, il va falloir poser et prendre très au sérieux cette question et y répondre de façon froide et de façon détachée et ne pas être être dans des camisoles politiciennes ou considérations politiciennes et poser froidement la question. Et cette fois-ci, c'est une voix officielle. Aminata Mbengue Ndiaye, qui est présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, en remplacement d'Ousmane Tanor Dieng, à la tête de cette institution, mais aussi à la tête du Parti socialiste. Oui, c'est Est-ce que c'est différent cette fois-ci? C'est ce qui semble être le petit souci que les gens ont pour voir une démarche politicienne dans l'idée de poser cette problématique importante. Mais il y a que, c'est une institution qui a parlé. Je ne pense pas que ce soit Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste, mais c'est Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, dont la mission est effectivement de réfléchir sur le fonctionnement des collectivités territoriales et de proposer des solutions d'amélioration. Donc, sur ce point... Et cette session portée sur l'équité territoriale. Exactement. Oui. Cette question portée sur l'équité territoriale, aujourd'hui, il y a à poser cette question et c'est ce que j'ai vu par rapport au vice-président Ousmane Seye, qui essaie d'expliquer que le statut dont on parle, il ne faut pas seulement le limiter à Dakar. Effectivement, s'il s'agissait simplement de le résumer à Dakar, là on verrait une visée politicienne. Mais s'il s'agit de réfléchir de façon globale sur certaines structures qui ont quand même une, comment dirais-je encore, une légitimité économique, religieuse ou administrative, ce serait bien, parce qu'aujourd'hui je donne 3 cas. Médina Gounass, c'est une ville au sud du pays, avec une forte communauté religieuse, régie avec un certain statut. De fait, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, à Médina Gounass, c'est comme à Touba, il n'y a pas de liste concurrente aux élections locales. C'est la liste du marabout qui est choisie. Un autre exemple, on prend Touba, par exemple aussi, donc Médina Gounass c'est un statut religieux, Touba c'est un statut religieux et économique, donc aujourd'hui Diamniadio aussi c'est un statut administratif. Donc pourquoi refuser de débattre de ces questions et de voir dans quelle mesure améliorer ce qui existe encore, d'autant plus que nous sommes dans un processus continu d'amélioration de notre processus de décentralisation. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples qui existent dans le monde faisant de grandes villes, villes capitales comme on dit, des villes ayant un statut spécial particulier? Jusqu'en 1978, oui. Paris n'avait pas de maire. Paris était régi par un statut spécial. C'est Jacques Chirac en 1978 qu'on est retourné à l'élection du maire de Paris au suffrage. À Moscou, ils ont un statut spécial. Maintenant, il y a des villes africaines, effectivement, que ce soit Yaoundé, que ce soit Kinshasa, que ce soit Lagos, que ce soit Abidjan, qui ont des statuts spéciaux, avec maintenant un maire qui est plus ou moins super maire ou super ministre ou super préfet, si vous voulez, qui a des compétences élargies dans certaines localités. Ce même on l'appelle délégué général ici, gouverneur par là, mais il siège même en conseil des ministres pour défendre les préoccupations de sa ville auprès du président et auprès du gouvernement. Parce que justement, il y a des exemples. Maintenant, pour moi, il faudrait peut-être poser le débat et voir en quelle mesure. Seulement, ce qui me dérange un peu, c'est qu'au moment où on parle de dialogue national et que toutes les questions doivent être posées au niveau de ce dialogue national, que ça soit ailleurs que cette question soit posée. Justement, il y a même que ces maires actuels ont bénéficié d'une prolongation de leur mandat. On ne connaît pas encore la date des élections locales. Est-ce que ce n'est pas cela qui fait qu'il y a un climat de suspicion? Exactement. Moi, ce débat aurait été posé au niveau du dialogue national, comme je viens de le dire. Moi, ça ne me choquerait pas. Et qu'effectivement, je pense que ce débat devrait être posé. Mamoudou, prenez 2009 à maintenant, nous en sommes 11 ans. Donc, en moyenne, la ville de Dakar, c'est, par exemple, 50 milliards de francs CFA. En moyenne. Donc, sur les 11 années, c'est à peu près 500 milliards de budget. Donc, si aujourd'hui, on devait froidement dire qu'est-ce qui a été fait sur le budget de 500 milliards, on compterait des réalisations
mais on n'en compterait pas énormément à cause de beaucoup de choses, de beaucoup de blocages. La ville a voulu faire de l'emprunt obligataire, ça n'a pas marché. La ville a voulu aménager l'espace de la place de l'Indépendance, ça n'a pas marché. À cause de blocages politiques, non? De blocages politiciens même. Oui. Bon, on peut le dire, parce qu'à cause de blocages politiques. Mais maintenant, après, aujourd'hui, faut-il arriver à dépolitiser la gestion de la commune au profit des Dakarois? C'est une question, mais l'essentiel, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que le débat soit posé et que la meilleure forme de collaboration puisse en être ressortie pour le bien-être de tous les Dakarois. Les partisans de l'ancien maire Khalifa Ababacar Sall voient derrière une volonté d'affaiblir politiquement leur leader. Tout à l'heure, vous disiez que c'est Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui s'est exprimée. Mais au-delà de sa personne, c'est quand même la secrétaire générale du Parti socialiste, parti auquel a appartenu Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que, bon, on peut vraiment dire que c'est un débat innocent qui n'a aucune connotation politique? Non, on ne pourrait pas le dire, mais je rappelle aussi que Khalifa Ababacar Sall, à cause de ses ennuis judiciaires, de ses démêlés judiciaires, aujourd'hui, est-ce qu'il est éligible à une fonction? Poser cette question, je pense que peut-être il ne faut pas voir les personnes, mais il faut voir les... Oui, la réponse est non, après sa condamnation. Après sa condamnation. Oui. Donc, comment aujourd'hui quelqu'un qui ne peut plus être éligible à un poste, peut-il être affaibli par une idée agité? Je pense que non. Je pense que peut-être ils ont raison de voir une visée politicienne, mais est-ce que c'est vraiment Khalifa Sall qu'on vise? Je ne le pense pas et je ne le crois pas. Et ce serait vraiment peut-être maladroit de vouloir viser quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas éligible. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'absolu que le président de la République, s'il venait à être décidé que c'est lui qui déciderait désormais comment dirais-je, de nommer le maire de Dakar, est-ce que dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'il ne désigne pas quelqu'un qui ne serait pas de son parti? Ce serait peut-être la meilleure des choses si dans l'absolu, parce qu'il faut aussi voir qu'est-ce qui se cache derrière la réforme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se substituer à la volonté du suffrage des électeurs. Il s'agit de dire Dakar, par exemple, si on prend l'exemple de Dakar, ces 19 communes d'arrondissement, ces communes d'arrondissement auront continué à avoir des maires d'arrondissement. Maintenant, au niveau de la ville, il faudra mettre en place une superstructure qui aura plus de compétences élargies sur certaines questions, notamment sur l'éclairage public, que je connais bien parce que je travaille dans une structure qui travaille sur l'énergie. Et aujourd'hui, l'éclairage public, c'est un gros problème pour non seulement la ville de Dakar, mais toutes les mairies du Sénégal. Parce qu'en principe, c'est les mairies qui devaient pouvoir payer l'éclairage, mais du fait de leurs difficultés, c'est l'État qui se substitue à elles. Donc aujourd'hui, les questions de salubrité que nous sommes en train de vivre, quand le chef de l'État lance l'opération zéro déchet, c'est parce que de façon globale, nos communes ne sont pas assez bien assainies comme il se doit sur des questions de salubrité. Donc aujourd'hui, que ce soit sur l'éducation, l'assainissement, etc., il y a beaucoup de questions. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, il y a des compétences transférées, mais peut-être les moyens qui devaient permettre aux communes de gérer efficacement ces compétences transférées n'ont pas suivi. Donc la réforme, doit-on arriver vers un statut spécial? Peut-être, mais au moins, on doit aujourd'hui évaluer ce que nous avons comme système de décentralisation qui nous est venu de l'acte 3 de 2013 et qui aujourd'hui présente sur certains points des failles et qui mérite des corrections. Merci, Bachir Fofana, d'être venu sur le plateau de La Totale. Merci. Et bonsoir chez vous. Bonsoir. Coin écho sur une notion économique pas très connue chez nous, la décision financière, et elle est pourtant au cœur de toutes nos actions sans qu'on y prête véritablement attention. Vendre, acheter, mettre de l'argent de côté, inscrire son enfant à l'école, se soigner, mais tout cela nécessite une certaine organisation, une certaine conception des priorités, enjeux, ne pas faire de folles dépenses, mais surtout pas y réfléchir. Le reportage économique de la semaine est signé Boubacar Dian. Cette loi d'un montant de budget arrêté à 4 215 milliards 150 millions de francs CFA a effectivement une portée historique. Le budget annuel de l'État, une décision financière prise par le gouvernement du Sénégal, plus de 4 000 milliards, soit une hausse de plus de 143 milliards de francs CFA
Pour combler certains gaps, Momar Kend, lui aussi, prend des décisions financières au quotidien. Je planifie parfaitement mes dépenses. Je suis très économe. Chaque jour, c'est comme un emploi du temps. De la même manière que je garde en tête que je dois prier, c'est de la même manière que je fonctionne pour ordonner mes dépenses. Boubacar Camara est père de famille salarié. À la fin de chaque mois, il réfléchit à comment dispatcher son gain mensuel afin de satisfaire toute sa famille et ses proches. On fait ce qui est l'essentiel, ce qu'on devait faire. On s'organise avec des programmes. Ce mois-ci, je devais payer l'électricité, de l'eau, ainsi de suite. On s'organise, on essaie quand même. C'est un peu difficile, mais on arrive à s'en sortir. Après avoir vécu 40 ans en France, Oumar Faye est revenu au Sénégal. Le gestionnaire de formation a eu à prendre des décisions financières dans le cadre de son travail avec ses collaborateurs. Dans le cadre de mon travail, quand j'ai fini mes études, il m'arrivait de, par exemple, composer avec mes collaborateurs des prises de décision concernant les budgets prévisionnels, pour tout ce qui touche la finance, la gestion, disons, des immobilisations et de la vie des différents services de mon entreprise. Épargner fait partie des décisions majeures qu'il a prises pour assurer sa retraite et devenir autonome. Au début, quand j'ai commencé, déjà comme étudiant, donc il m'arrivait tous les mois de faire des petites économies. Pour je veux dire, déjà acheter une voiture. Et après, disons, dans la vie courante, on a besoin de certaines choses. Même pour moi, j'avais comme projet, après, disons, avoir trouvé un travail, d'avoir une maison. Et donc, quand j'ai trouvé un travail à durée indéterminée, au niveau du contrat, donc cela m'a permis, tous les mois, de mettre quelque chose à côté. Acheter, vendre, épargner, tout le monde le fait, des actes qui sont calculés à l'avance la plupart du temps. Toutefois, ces décisions financières ne sont pas faciles à prendre. Décision financière donc, entretien avec le directeur général de la mutuelle de crédit PAMECAS, Malik Diop, est banquier également de formation. Entretien réalisé par notre économiste maison, Mamadou Ndiaye. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Et c'est parti. Bonsoir DG. Bonsoir. Malik est un banquier, mais un banquier atypique, qui travaille beaucoup, qui est un adepte du concret, qui met la main à la pâte et qui découvre au gré justement de ces rencontres des opportunités qu'il essaie de placer auprès de ses clients. Donc c'est ce banquier atypique que nous avons ce matin, cet après-midi, pour discuter avec lui justement de la question très actuelle de la décision financière. Malik, un peu d'économie justement sur le profil de la décision financière. Qu'est-ce que ça recouvre comme concept? Bonsoir Mamadou, bonsoir Mamadou. En acceptant votre invitation, vous m'aviez demandé de ne pas parler de chiffres. Pour éviter de parler comme tous les banquiers, j'ai accepté et je dois respecter ma promesse. Mais je vais quand même emprunter une citation de Nelson Mandela. Oui. Nelson Mandela disait il y a un peu plus de 30 ans, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je rajouterai l'éducation financière est le levier le plus puissant pour modifier les comportements de l'épargne des ménages, pour créer une société plus inclusive, plus solidaire et plus équilibrée. Je vais emprunter deux mots-clés, l'autonomie et la solidarité. Lorsque un citoyen décide de mettre de l'argent dans un compte d'épargne, dans une institution financière, banque ou coopérative financière, il pose un acte d'autonomie. Lorsque plusieurs citoyens décident de déposer de l'argent dans une banque ou dans une institution de microfinance, ces derniers posent un acte de solidarité. Vous comprenez? Poser un acte de solidarité relève d'une décision financière. Poser un acte d'autonomie relève d'une décision financière.
Et ça nécessite de la sensibilisation. Et justement, les programmes de formation en éducation financière constituent une réponse aux défis de sensibilisation des citoyens. Autrement dit, un sujet économique qui décide de poser un acte de décision financière, est-ce qu'il en a conscience? Les États, les choix économiques de nos États, les choix économiques des citoyens n'ont de sens que si cela crée de la valeur pour la société. Tous les jours, les citoyens prennent des décisions financières au quotidien. Mais sans le savoir. Sans le savoir. Comme l'autre qui faisait de la prose sans le savoir. Oui. Je vous donne un exemple. Envoyer son enfant à l'école ou à l'université, oui, est une décision financière. Acheter un bien est une décision financière. Investir est une décision financière. Bref, ça concerne tous les citoyens. Tous les citoyens. Les femmes, d'abord. Les femmes, souvent, sont responsables de la gestion de l'argent des ménages, surtout dans les périodes instables. Elles ont besoin de comprendre comment gagner de l'argent, comment gérer l'argent, comment épargner et surtout comment emprunter auprès des institutions financières. Elles ont besoin de ça. Les jeunes aussi. Vous avez dit que les femmes gèrent les ménages en période d'instabilité, donc il revient aux hommes de gérer les ménages en période de stabilité. C'est des vocations naturelles qui s'expriment par là? Je pense que aussi bien les hommes que les femmes gèrent l'argent des ménages, mais souvent dans nos sociétés, les femmes sont responsabilisées dans la gestion de l'argent du ménage dans les périodes difficiles. On le sait. Dans nos sociétés, c'est très vrai. Je parlais tout à l'heure aussi des jeunes. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés pour faire face aux vulnérabilités liées aux risques liés à la transition vers l'âge adulte. Tout à fait. On voit les jeunes et on doit les accompagner aussi pour leur permettre aussi de faire les bons choix quand ils vont entrer dans la vie active. Alors, est-ce qu'il y a un processus pédagogique par lequel justement on arrive à les sensibiliser à ces actes futurs qu'ils vont justement accomplir? Oui. Il existe des programmes de formation en éducation financière face à un contexte économique et financier de plus en plus complexe. Tous les citoyens ont besoin de comprendre justement les mécanismes. Et ces programmes touchent à plusieurs thématiques. Par exemple, la finance familiale. La finance familiale, c'est une thématique qui est couverte, qui est adressée par les programmes de formation en éducation financière. La budgétisation, l'épargne, la négociation financière, l'argent et les jeunes. C'est toutes ces thématiques-là qui sont adressées par les programmes de formation en éducation financière. Les migrants, il ne faut pas oublier les migrants. Les migrants sont amenés à prendre des décisions pour adapter leur comportement financier en fonction des situations dans des pays dans lesquels ils vivent. Les migrants parfois vivent dans des conditions difficiles, lesquelles conditions les amènent à adapter leur comportement financier tous les jours. Alors, ce que vous dites appelle de la part justement de tous ceux qui veulent accomplir cette décision financière, au moins une information. Or, il y a une asymétrie de l'information par rapport à ceux qui sont plus proches de la réalité économique et par rapport à ceux qui en sont plus éloignés. Est-ce qu'il y a une façon plus équitable d'informer tout le monde du processus de prise de décision pour que personne ne se trompe? Parce qu'après tout, il y va du destin ou du choix de vie de ceux qui prennent ces décisions. Vous avez raison. La question interpelle plusieurs acteurs. D'abord, les pouvoirs publics, les ministères de tutelle, la Banque centrale. Et il est heureux d'ailleurs de rappeler ici que la Banque centrale a récemment adopté une stratégie d'éducation financière sous-régionale qui ne concerne pas que le Sénégal, mais qui concerne les 8 pays de la zone UMOA. Ça, c'est salutaire. Il faut également rajouter que beaucoup de coopératives financières, comme PAMECAS, l'institution que je dirige, développent justement
et déploie des programmes de formation en éducation financière en direction des femmes, en direction des jeunes, en direction des primo-entrepreneurs, en direction des opérateurs économiques, formels ou informels. J'avais promis de ne pas donner des chiffres, mais c'est difficile pour un banquier de ne pas parler de chiffres. Oui, dans notre pays, on dénombre 407 000 unités économiques. C'est la statistique de l'Agence nationale de la statistique, l'ANSD, qui a publié ce chiffre-là. Et les 80% relèvent de l'informel. Et ces gens-là, au quotidien, prennent des décisions financières. Et ces décisions doivent être éclairées. Pour que ces décisions-là soient des décisions éclairées, pour que ça puisse créer de la valeur pour notre société, nous devons les sensibiliser. Une prise de conscience de la décision financière. Oui, il faut une prise de conscience de la décision financière. Mais ça passe par un processus. Nos programmes que nous développons, que nous déployons, permettent justement à ces cibles-là d'avoir la connaissance et les outils pour comprendre comment mieux gérer leur argent. Est-il plausible qu'un détenteur de moyens financiers ne soit pas celui-là même qui prenne la décision? Si tant est que dans la famille, peut-être la décision peut résulter d'un consensus. 2 minutes pour terminer. Oui, la décision souvent, elle ne se prend pas seule. Je pense qu'elle se prend au sein de la famille. De l'entreprise, de l'unité industrielle. Qu'on soit chef d'entreprise, on prend la décision en se concertant avec ses équipes. Dans les entreprises, il y a plusieurs personnes qui participent à la prise de décision financière. Au sein des ménages également, au niveau des familles également, ce n'est pas une seule personne qui prend la décision. Envoyer un enfant à l'école est une décision qui ne se prend pas tout seul. Tout à fait. Ça se prend au sein de la famille après avoir concerté l'ensemble des parties prenantes. Est-ce que les décisions financières n'induisent pas souvent des erreurs? Des erreurs également dans les choix, dans la pertinence des choix? Je pense que l'éducation financière est à la fois un enjeu social, un enjeu économique et un enjeu démocratique. Pourquoi je dis ça? Très important. Parce que c'est extrêmement important. Oui. Parce que, à mon avis, l'éducation financière, toute seule, ne garantit pas la prévention du risque de surendettement. Et tout le monde sait que le surendettement des ménages est un risque à la limite. Est un risque. Et à la limite, c'est énorme comme risque. On décide pour le présent, mais on décide pour l'avenir. On décide aussi pour l'avenir. On décide pour l'avenir. Et il y a des aléas conjoncturels justement qui pèsent maintenant sur... Je disais que quand on prend une décision financière, ça prépare, quand on est éclairé, on prend une décision éclairée. Et les bonnes décisions financières permettent également de prévenir le risque de surendettement des ménages. Mais ce n'est pas le seul instrument qui permet de prévenir le risque de surendettement. Il y a aussi les régulations. La régulation aussi doit jouer un rôle. Les professionnels aussi doivent jouer également le rôle, les professionnels que nous sommes. Mais il y a également les banques centrales également qui jouent leur rôle, la supervision. Merci, c'est un débat très intéressant. Oui, peut-être faire la promesse qu'on reviendra sur ce sujet. Je crois qu'on va prolonger le sujet. Merci Mamadou Ndiaye, merci Malick Diop, directeur général de PAMECAS. Bouillon culture, quand les séries télévisées nourrissent l'artisanat local, les stylistes, cordonniers et autres artisans ne soutiennent pas le contraire. En effet, la nouvelle forme de réclame introduite par les telenovelas à la sauce sénégalaise profite beaucoup aux créateurs sénégalais. Les producteurs des séries s'y retrouvent également et c'est tout le monde qui y gagne finalement. Moussa Fall ou Sama Monique Sagna, regardez. Les séries sénégalaises ont connu ces dernières années un bond fulgurant qui leur a permis de reléguer au second plan les dramatiques et autres telenovelas. Mais pas que, car ces productions pleines d'histoires à suspense constituent également la vitrine de marques locales. Et cela passe par des compliments ou même des séquences comme celle-ci mettant en exergue cet ensemble aux couleurs gaies, au boutonnage d'officier qui confère à l'héroïne de la série Dérapage une allure chic et désinvolte.
Ces scénarios sont la résultante de collaborations avec les créateurs de mode bien pensés par les réalisateurs. Alors, c'est des designers que je suivais depuis longtemps. Je m'habille aussi chez eux, chez elles. Et au moment de la série, j'avais envie de travailler avec ces personnes pour le Made in Sénégal, mettre en avant un peu ce que nous faisons ici et montrer la beauté de notre couture, en quelque sorte. On voulait vraiment promouvoir les marques. On n'avait pas forcément le budget pour acheter tout un dressing. Donc, on a demandé aux marques est-ce qu'ils pourraient nous aider, aux marques, aux créateurs, est-ce qu'ils pouvaient nous aider à faire la série. Et ils étaient d'accord et ça m'a fait très plaisir parce que il y en a que je connaissais pas forcément. Ces collaborations sont pour les designers une occasion de démontrer leur savoir-faire, allant même jusqu'à consacrer toute une nouvelle collection à une production. Oui, c'est arrivé une fois et récemment dans la dernière série de Abdullah Radouane, qui est un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé avant. Quand il a eu son projet de série Dérapage, il m'a appelé. Il m'a parlé du projet, il m'a envoyé la Bible en me disant qu'il voulait que je crée un style particulier à l'actrice principale et qu'on voit dans l'ensemble la touche qu'on pourrait apporter au personnage de telle sorte que ça soit original et typiquement sénégalais. Donc à partir de ça, j'ai dessiné une collection d'une 20aine de tenues et réalisé ici du début à la fin, donc du Made in Sénégal. Selon la designer, le buzz fashion des séries est source de nombreuses demandes venant d'une nouvelle collection. Je l'espère et je sens que oui, ça pourrait l'être parce que j'ai eu pas mal de retours. Les gens m'appellent, me contactent sur les réseaux sociaux en me disant oui, c'est très beau ce que vous faites pour Abi Diallo, donc oui. C'est une collaboration fructueuse. Ça ne peut être que rentable parce que si je devais faire une publicité à la télé, j'aurais payé peut-être beaucoup plus que ce que j'ai apporté cette fois, en contrepartie avec la production. Donc oui, c'est rentable. Visiblement, les séries télé offrent aux marques de mode une grande visibilité et leur permettent, via les réseaux sociaux, de toucher de nouveaux clients. Un partenariat gagnant-gagnant au profit du Made in Sénégal. Fidèle au poste, Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Oussama, que gagnent les marques de mode dans ces séries télé? Elles gagnent en notoriété parce qu'actuellement, les séries télé sont très plébiscitées par les Sénégalais, tout âge confondu, mais surtout les jeunes. Ils vont même s'abonner aux pages YouTube au cas où ils ratent une diffusion à la télé. Donc, raison pour laquelle les marques de mode font des collections exprès inspiré de ces séries télé et pensé pour une cible plus large. Donc, elles gagnent en notoriété. Mis à part la notoriété également, elles se font de l'économie. Plus besoin d'un budget publicitaire grandiose parce que dans les scénarios, le réalisateur fera toujours un coucou aux partenaires avec des compliments comme nous l'avons vu dans L'Élément ou bien même l'actrice ou l'acteur principal qui va faire ses emplettes. On zoome sur la marque. Donc, ces marques gagnent en notoriété et l'acquisition d'une nouvelle clientèle. Mais idem pour le réalisateur. Parce que si on veut faire une série avec beaucoup de saisons, habiller tout un tas d'acteurs, c'est pas facile. Donc eux aussi, ils se frottent les mains. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant du côté des créateurs de mode comme de la maison de production. Et seulement l'habillement qui est concerné? Pas que l'habillement, l'accessoire, la bijouterie, la coiffure également, mais aussi la cordonnerie. On va avoir des marques s'associer à ce genre de production, mais aussi les bons coins et les bonnes adresses. Parce qu'il y a certaines séquences qui vont se passer hors des maisons, que ce soit des restaurants, des places voilà, dont les propriétaires veulent faire la pub. Et seulement dans les séries qu'on trouve ce genre de partenariat?
Non, également dans le 7e art, on a ce type de collaboration. Pour le cinéma sénégalais, la costumière la plus prisée, on va dire que c'est Oumoussi. Elle a travaillé dans Yen de Djibril Diop Mambéty, elle a travaillé dans Gelowar de Ousmane Sembène, elle a fait beaucoup de collaborations avec les cinéastes et réalisateurs sénégalais. Mais en ce qui concerne les séries télé, la place est laissée aux jeunes designers. Pour ne pas les citer, il y a Touti, il y a Maxi, la costumière qui était dans l'élément, il y a Sofato, il y a Alia Barré, donc toute une nouvelle génération de designers qui s'offrent une vitrine à travers ces séries télé. Et quel est après le sort de ces modèles vantés dans les séries? Des fois, ces modèles affichent sold out. Ces modèles, ils sont plus disponibles en boutique, donc les créateurs se frottent les mains. Des fois même, ils veulent plus faire ces mêmes modèles. Il y a la rupture totale de ces modèles. Et quelque temps après, il peut leur arriver de ressortir ces nouveaux modèles. Donc, c'est un partenariat qui profite aussi bien aux deux entités. Et le monde qui change comme ça. Voilà, et le Made in Sénégal qui est véhiculé à travers ça. Et ce modèle, il sort d'où? De Maxi. C'est du Made in Sénégal. Il est très joli en tout Merci beaucoup. Merci Monique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Merci Osama. Le diplomate Cheikh Mahmoud Cissé, il est ancien conseiller du défunt président bissau-guinéen Malam Bakay Sagna. Il est spécialiste de la Guinée-Bissau. Justement, bonsoir Mahmoud Cissé. Nous parlons ce soir de la Cour suprême bissau-guinéenne qui ordonne le recomptage des voix à l'occasion de l'élection présidentielle récente en Guinée-Bissau. Quelle est votre analyse de cette décision? Merci Mamoudou. Donc, effectivement, la Cour suprême bissau-guinéenne a demandé à la Commission nationale électorale de faire le recomptage des voix. Parce qu'il semble que le candidat Domingo Simões Pereira, après la proclamation des résultats provisoires, a introduit au recours au niveau de la Cour suprême, c'est-à-dire le tribunal de justice, suprême de justice, comme il l'appelle là-bas. Oui. Après office de conseil constitutionnel pour les pays francophones. Donc, Omar Sissoko n'a pas attendu les résultats définitifs et il s'est autoproclamé président. Et Domingo conteste toujours les résultats de Umbalo Sissoko. Mais justement, quelle est votre lecture de cette démarche de Imbalo qui a, dès la publication des résultats provisoires, a commencé déjà à être reçu par des présidents étrangers et à assister à certaines grandes rencontres internationales? Bon, je pense que Oumarou est allé trop vite en besogne parce que la Commission nationale électorale a donné que des résultats provisoires. Donc c'est au tribunal suprême de justice qui devait donner les résultats définitifs. Et Oumarou s'est mis dans on va dire, dans un palais diplomatique pour dire que lui, il est le président élu. Alors qu'il devait attendre, en principe, comme d'habitude ça se fait en Guinée-Bissau, la Cour suprême qui donne en définitif les résultats définitifs. C'est ce que Oumar Sissoko n'a pas attendu. Et je pense que Domingo est dans son bon droit. Et voilà quoi. Donc les recours sont au niveau de la Cour suprême de justice, qui n'a pas encore tranché, qui a demandé à la Commission électorale nationale de faire l'appurement région par région et l'appurement national. Alors, oui. Réaction, cher Mahmoud Cissé, réaction des deux candidats. D'abord, le candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira. Croire en la justice, je suis en train de le citer, croire en la justice est le seul chemin sûr vers la construction d'une patrie vraiment démocratique. C'est pourquoi le PAIGC célèbre avec le peuple guinéen cette courageuse et louable décision. Fin de citation. Ensuite, Oumaro Sissoko Embalo, candidat désigné vainqueur par les résultats provisoires. Les rumeurs sur une prétendue annulation de l'élection présidentielle par le tribunal suprême de la justice relayées par certains médias manipulés
relèvent de fake news alimentées par de mauvais perdants. En tant que président élu de la République de Guinée-Bissau, je demande à l'ensemble de mes compatriotes de garder leur sérénité et les invite à préparer dans la concorde nationale la cérémonie de mon investiture. Finalement, qui croire? Bon, je pense que on ne peut pas dire qui croire. Bon, Domingo est dans son bon droit parce que la Commission nationale électorale est un organe indépendant. Mais ce qu'ils ont omis de faire cette fois-ci, c'est que la loi leur demande à la Commission nationale électorale que 48 heures avant la proclamation des résultats, d'envoyer des courriers au niveau de la présidence de la République, de la primature et au président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, en donnant le verdict, les résultats provisoires, d'appeler les deux mandataires des deux candidats. C'est ce que la Commission nationale électorale n'a pas fait. Et sur ce fait, Domingo s'est agrippé à ça pour dire que non, on m'a volé ma victoire et que, comme ça se faisait d'habitude, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a Anguille sous roche et il demande maintenant, il s'est adressé à la Cour suprême. Bon, Oumarou Mbalo, trop pressé, il dit lui qu'il a gagné. Bon, maintenant le peuple bissau-guinéen est dans l'expectative. Oui, et peut-on parler de crise politique ou en tout cas de blocage politique aujourd'hui en Guinée-Bissau? On ne parle pas de blocage, on parle d'impasse. C'est l'impasse carrément. Pour le moment, Domingo, lui, croit à la légalité parce que le connaissant très bien, c'est un légaliste. Donc, il a pris un pool d'avocats. Et moi, j'étais à Bissau en ce moment. La secrétaire d'État, la secrétaire générale des Nations Unies était venue à Bissau pour une mission. Et Domingo, il semble-t-il, lui a remis des preuves pour montrer que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Et quelle perspective entrevoyez-vous en tant qu'observateur de la scène politique bissau-guinéenne? Je pense qu'on va, pour le moment, il faut être prudent. Je pense qu'il faut être prudent. D'après ce que j'ai reçu comme information pour le moment, le tribunal suprême a donné 4 jours à la Commission nationale électorale de recompter les voix. Parce que la dernière fois, la CNE avait dit qu'ils avaient fait une consolidation. Alors que ce n'est pas ce que leur demande la Cour suprême. La Cour suprême leur demande de faire un appuiement total. Sans cela, ils ne peuvent pas valider les résultats du second tour. Et maintenant, tout le monde est dans l'expectative. Et voilà quoi, les rumeurs vont bon train. Chacun tire de son côté pour dire oui, j'ai gagné, j'ai gagné. Oui. Et bon, maintenant là, on attend de voir. Mais en une fraction de seconde, cher Mahmoud Cissé, quel est l'intérêt ou l'enjeu de cette situation en Guinée-Bissau pour le Sénégal? Pour le Sénégal, l'enjeu, le Sénégal est un pays qui a une diplomatie extrêmement forte. Les gens se sont rendus compte que au niveau en Guinée-Bissau, que le président sénégalais s'est beaucoup imité. Ils ont dit que pratiquement c'est de l'ingérence dans les élections et qu'ils ont des preuves. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas ce qu'il advienne ça. Merci. Cheikh Mohamed Cissé est spécialiste de la Guinée-Bissau. Il a été conseiller du défunt président Malam Bakay Sagna. Merci et bonsoir chez vous. Dans un instant, une fraction de seconde, disons même que c'est l'heure, 19h45, Adama Anouchkaba de l'autre côté, à la newsroom. Bonsoir Adama. Bonsoir Mamadou, bonsoir à tous. Bon journal et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci également à vous de nous regarder sur ITV et bienvenue dans ce journal. Le changement de statut de la ville de Dakar n'est pas à l'ordre du jour. Une mise au point de Abdoul Mbow, le porte-parole adjoint de l'APR, estime que nommer le maire de Dakar serait synonyme d'un recul démocratique. Abdoul Mbow était l'invité de Mamadou Ibra Kane dans le jury du dimanche. La synthèse de l'émission avec Pape Ibrahim Ndiaye. Nommé le maire de Dakar par décret, la question est agitée dans l'espace médiatique, mais il n'en est pas question pour Abdou Mbow. Le porte-parole adjoint de l'APR, Alliance pour la République, estime que ce n'est pas à l'ordre du jour, tout comme accorder une amnistie à Khalifa Sall et à Karim Wade. Moi, je ne pense personnellement pas qu'on est à une étape de la vie politique sénégalaise où on va nommer des maires. Ah ouais. Ça, c'est ma conviction. Et vous l'assumerez face à vos partisans. Mais vous savez, Mamadou,
quand on est dans une organisation, on a toujours la latitude de dire ce qu'on pense. Maintenant, la démocratie voudrait que quand une discussion est engagée, que tu te ranges toujours du côté de la majorité. Mais on peut, à tout moment, avec la liberté qu'on peut avoir, de dire son point de vue par rapport à une question donnée. Et sur un autre point, les rapports de la Cour des comptes, Abdou Mbow a aussi une position tranchée. Le président de la Commission des affaires étrangères réclame des sanctions. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir les privilèges qu'on a, être responsabilisé par les populations et se permettre d'avoir certains manquements graves à la tête de certaines institutions. Ça, c'est inacceptable. On ne voit pas encore de sanctions, bien d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez dit que le président a annoncé une commission, mais je pense, et je connais le président Macky Sall, je connais, c'est quelqu'un qui est intéressé par la bonne gestion. Quand il parlait de gestion sobre et vertueuse, c'est une conviction chez lui. Et je le pense certainement que ceux qui sont épinglés par les rapports de l'IGE ou autres seront sanctionnés. Abdou Mbow demande aux personnes épinglées par les rapports de la Cour des comptes de prendre leurs responsabilités. Il les invite à mesurer les conséquences de leurs actes et pourquoi pas démissionner s'il le faut. Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale, a également annoncé devant le JDD que la loi sur le loyer sera révisée. Je vous propose de regarder cet extrait de l'entretien. La volonté du président de la République, c'était quand même, et jusqu'à présent, de tout faire pour que l'immobilier puisse être maîtrisé, le coût de l'immobilier puisse être maîtrisé. Il y a eu une loi qui a été votée, son application laisse à désirer, ça il faut le dire, et nous en tant que parlementaires, on a même décidé d'aller revoir cette loi pour voir exactement comment réviser. Ah non, il faut qu'on revoie ça parce que quand même, nous savons nous-mêmes que l'application laisse à désirer, il y a eu des problèmes. 5 protocoles d'accord signés ce dimanche entre le Sénégal et les États-Unis. La coopération entre les deux pays sera renforcée dans plusieurs secteurs de développement. Les énergies, le transport, les infrastructures ou encore la santé. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott se réjouissent de ces accords signés. Youssouf Konté et Moussa Fall compte rendu. Ces protocoles d'accord concernent les secteurs du transport, des infrastructures, des énergies, de la santé, entre autres. Les représentants sénégalais et américains dans ces domaines cités ont signé les accords ce dimanche. D'abord dans l'énergie, avec la Sénélec donc, qui a signé avec GE pour le développement d'une nouvelle centrale de 300 MW et également d'autres infrastructures énergétiques. Et la Sénélec qui a signé aussi avec la société Weldy Lamon dans le cadre de l'accès à l'électrification avec un financement de la banque Exim des États-Unis. Nous avons également été témoins donc de la signature entre le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, et GE également pour un projet qui va nous aider à rehausser le plateau médical dans tous les hôpitaux du Sénégal. Nous avons également signé avec la société ABD, qui est une société d'investissement, d'arrangement de financement et de développement de projets, pour développer certaines infrastructures sociales telles que dans les logements sociaux, dans la santé, mais également dans l'éducation. Ces signatures de protocoles d'accord viennent renforcer des relations diplomatiques qui existent entre le Sénégal et les États-Unis, vieilles de 60 ans. Un partenariat dynamique, certes. Tout de même, le ministre de la Coopération invite le secrétaire d'État américain à faciliter l'installation de certaines entreprises américaines sur le territoire sénégalais. C'est vraiment de pousser les entreprises américaines qui produisent dans d'autres pays de se délocaliser au Sénégal, de produire à partir du Sénégal et d'exporter, de servir le marché sénégalais, mais également le marché de l'exportation, donc dans la sous-région et même dans le reste du monde. Cette série de tournées en Afrique du secrétaire d'État américain entamée au Sénégal les mènera en Angola et en Éthiopie. Et cet après-midi, Mike Pompeo a rencontré son homologue des affaires étrangères sénégalais Amadou Ba. Les États-Unis ont injecté 550 milliards de francs CFA dans le renforcement de l'énergie au Sénégal. Mamadou Gueye-Kassé nous fait le point. 550 milliards de francs CFA. C'est la somme que les États-Unis ont mis à la disposition du Sénégal dans le cadre du second compact
destiné au renforcement du secteur de l'énergie. Le ministre des Affaires étrangères se félicite de la réussite du premier compact. Notre pays vient encore une fois de bénéficier de la confiance des autorités américaines qui vient de mettre à notre disposition un second compact pour un montant de 550 milliards de francs CFA destiné au renforcement du secteur de l'énergie. Le premier compact avait tenu ses promesses en permettant l'accroissement de la production agricole. Les États-Unis ont fait part au Sénégal de leur intention de se retirer du Sahel, frappé durement par le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères estime que l'Afrique a les forces nécessaires pour se défendre, mais le financement fait défaut. Le continent doit alors assurer sa propre sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Cela a été discuté et avec le président de la République et avec moi-même tout à l'heure. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne. Visiblement très satisfait de sa visite de travail, le secrétaire d'État américain s'est à son tour réjoui des 60 années de coopération entre son pays et le nôtre. Mike Pompeo indique que les États-Unis s'engagent résolument à accompagner le Sénégal dans bien des domaines dont la sécurité. Le Sénégal est un exemple en matière de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et nous allons l'aider à protéger davantage ses populations par rapport à la menace qu'est le terrorisme. Durant cette visite de travail, 5 protocoles d'accord ont été signés par les deux pays dans les domaines de la sécurité, de l'éducation, de l'économie, entre autres. Le chef de la diplomatie américaine fera un détour en Angola, puis en Éthiopie. Et nous parlons toujours économie, les difficultés que traversent les entreprises sénégalaises au menu de l'Air du temps de ce dimanche. L'on parle d'une dette de 200 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal doit aux entreprises nationales. Les invités de Alassane Samba Diop ont analysé ces situations. Il s'agit de l'économiste spécialiste en politique d'infrastructure, Dr Pape Demba Thiam, et de l'expert financier, Dr Cheikh Oumar Diagne. Le point avec Omar Kane. Pour Dr Cheikh Oumar Diagne, il est clair que si aujourd'hui plusieurs entreprises sénégalaises sont au bord de la faillite à cause de l'argent que l'État du Sénégal leur doit, c'est parce que l'État du Sénégal privilégie les entreprises étrangères et les entreprises corruptibles. L'État a fait le choix de respecter ses engagements à l'étranger. L'État a une dette extérieure, en tout cas, qui subit des notations, qui est suivie par les partenaires et les organisations avec lesquelles l'État interagit économiquement. Donc l'État privilégie toujours dans son paiement l'extérieur au détriment du secteur national. Ces entreprises-là, aujourd'hui, ont d'énormes difficultés en matière de trésorerie. Déjà, dans la loi de finances initiale de cette année-ci, on parle d'appurement de la dette de 2017 et de 2018. Déjà, donc, il y a un gap, en tout cas aujourd'hui temporel, dans le règlement de cette dette-là. Donc aujourd'hui, au sein de l'administration, pour beaucoup d'entreprises qui interagissent avec l'État, nous voyons que même pour être payé, il faut faire de la corruption en réalité. En fait, dans les services de l'État, on privilégie certaines entreprises au détriment d'autres. Pour l'économiste Dr Pape Demba Thiam, des solutions, il n'en manque pas. Il propose, lui, la titrisation de la dette. Le ministre des Finances peut être extrêmement volontaire pour trouver de l'argent et payer la dette, mais il y a aussi d'autres solutions qu'on peut avoir. Créer un marché, par exemple, de la dette, titriser la dette. Nous avons des bourses, on peut rapidement mettre en place des instruments pour les titriser. On avait imaginé avec Abdel Karim Meng un programme qui s'appelait la relance de la croissance inclusive par le remboursement de la dette intérieure. Ça fait longtemps. Et l'idée, c'était de dire qu'aujourd'hui, si on crée un marché de la dette intérieure, on peut titriser cette dette et orienter le remboursement de la dette dans des activités de diversification économique et qui permettraient à l'État d'arriver sur des chaînes de valeur en amenant des investissements publics et le privé pouvant bénéficier des opportunités qui ont été créées par ces investissements publics pourrait se brancher dessus et investir.
Quant au regain d'intérêt que le Sénégal suscite depuis quelque temps du côté de certaines puissances comme les États-Unis et le Canada, rien de plus normal, selon les deux invités. C'est une réalité. Vous savez, je disais tantôt que les pays, les États, n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Ils ont des intérêts. Donc aujourd'hui, comme je disais, la diplomatie est une diplomatie économique. Vous voyez, quand les responsables, en tout cas des pays, j'aime même pas le nom, mais les pays du Nord, quand ils viennent dans les autres pays, ils voyagent avec des chefs d'entreprise. Ils voyagent avec beaucoup de chefs d'entreprise pour pouvoir espérer gagner des contrats. Parce qu'il y a 18 sociétés américaines qui frappent à la porte. Ah oui, avec Mike Pompeo. Et c'est très normal. Donc, il n'y a que les Africains qui voyagent avec des militants ou avec des gens de leur famille pour aller faire du shopping. Venir conquérir ce pays est dans une logique assez normale pour les pays qui sont en quête de croissance. En fait, c'est nous aujourd'hui qui devons nous interroger sur pourquoi être aussi donneurs, en tout cas, par rapport aux entreprises étrangères, alors que nous pouvons créer nos propres champions. Et ces champions sont les entreprises nationales et le secteur informel qu'il faut formaliser. Le Sénégal, l'histoire en marche, c'est l'intitulé du livre de Abdoulatif Coulibaly, des sujets politiques, économiques, sociaux et géopolitiques du Sénégal développés dans cet ouvrage. L'auteur a aussi parlé du septennat de Macky Sall et les défis de son mandat actuel. Notre reporter Bintaba a assisté à la cérémonie de présentation et c'était hier. Auteur de plusieurs ouvrages, Abdoulatif Coulibaly se rappelle de nouveau au Sénégal. Cette fois, l'ancien journaliste et proche du président de la République signe Sénégal, l'histoire en marche, un livre qui lui est difficile de juger. Je ne peux pas faire un jugement sur ma propre œuvre. Madiambal l'a dit, considérez. C'est pour moi difficile de vous juger mon ouvrage. Je considère que j'ai proposé à la critique des citoyens et des journalistes que vous êtes l'ouvrage que j'ai écrit. Je demande à tout le monde qu'on débatte autour de cet ouvrage-là. C'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de débattre. Il y a comme une sorte de communauté qui se sont formées. Les gens débattent souvent entre amis, débattent entre gens qui ont le même point de vue et le même avis sur une question. Le porte-parole du chef de l'État estime que son dernier ouvrage, comparé à d'autres, a une certaine particularité. Je résiste à quoi? À l'idée, parfois établie, le préjugé, que l'Afrique est à jamais mal partie, que nous ne pouvons pas avancer. Je dis non. Sur le continent africain, au-delà du Sénégal, il y a des pays qui avancent, qui construisent, qui font des choses, qui font avancer les choses. Abdoulatif Coulibaly garderait-il toujours la fameuse neutralité journalistique, même engagé politiquement avec Macky Sall? L'auteur assure être très objectif, notamment en évoquant le PUDC. Si on dit le Sénégal, l'histoire marche aujourd'hui, c'est incontestable. Maintenant, on peut être un opposant politiquement positionné pour dire que ce n'est pas vrai. Mais regardons les faits. Moi, je viens d'une campagne. Je sais ce que le PUDC a fait dans ces campagnes. J'habite à côté des îles du Saloum. De l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y avait que 2 forages pour toutes les îles. Il y a plus de 23 îles qui sont habitées. De l'indépendance, je vous dis, jusqu'à il y a 4 ans, il n'y avait pas d'eau dans les îles. C'est des avancées. L'eau potable, on dit, on est en taux de couverture de plus de 90%. Voilà la signification sur le PUDC. Voilà ce que je raconte. En quoi ces choses-là sont utiles? Ce n'est pas prendre position pour Macky Sall ou contre Macky Sall que de dire voilà les effets du PUDC. Ceux qui me contestent ont le droit de me contester, mais au moins ils me contestent sur des faits. Sénégal, l'histoire en marche survole la politique économique du régime actuel et des aspects géopolitiques. Merci beaucoup Bintaba. Et dans le reste de l'actualité, à son tour, le Jaraaf du Cap-Vert s'offusque contre les scandales de pédophilie. Youssou Ndoye parle d'actes inhumains et qu'il faut donc des mesures très fortes. Ces propos sont recueillis par Mortal Anne et Bachir Sow. Pour connaître Wakam, il faut s'intéresser à la culture lébu. Il n'est pas oustaz car quelqu'un qui crée un dara pour dispenser des cours coraniques ne fera jamais cet acte ignoble. Nos ancêtres ont toujours banni ces genres d'actes. Mais aujourd'hui, les gens pensent que tout est permis. Mais ñoom ñi fi nek tay kenn ko ci nek defé nga ne rek
Concernant le coronavirus qui ravage la Chine, Dieu a donné la solution à toutes les maladies. Donc je demande à mes frères Lébou de prier pour épargner la maladie au Sénégal. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais restez avec nous sur ITV. Dans un instant, la suite de la Totale avec Mamadou Ibra Kane. La parole est à vous. Merci Adama et excellente soirée. Deux destinations ce soir, Kolda et la Guinée. D'abord Kolda, un zoom sur l'exploitation abusive et clandestine de bois. Alors que des sanctions pénales sont même prévues, les agressions contre la forêt progressent à un rythme inquiétant. Ni l'aménagement des massifs, ni la réglementation de la campagne d'exploitation, encore moins l'engagement des organisations de la société civile n'arrivent à endiguer le phénomène. Seydou Diatta fait un focus sur la déforestation dans la région de Kolda. Voici à quoi ressemblent les quelques massifs forestiers encore disponibles dans l'extrême nord de la région de Kolda, frontalier à la République de la Gambie. Dans cette partie sud du pays, les forêts perdent quotidiennement une partie de leur superficie. Le Sénégal, à l'instant d'autres pays, fait face à ce fléau et le trafic de bois. Le chef de l'État avait demandé à ce qu'on révise le code forestier et que les peines et les amendes soient alourdies. Au niveau international, la gestion du vin, sa circulation, son commerce est maintenant réglementé au niveau international et c'est devenu même un peu plus contraignant. Dans ces zones qui abritent encore les rares îlots de forêt, les communautés locales ont tendance à pointer du doigt la gestion de la campagne d'exploitation forestière. Sauf que celle-ci n'est jamais apparentée à l'anarchie, soutient les autorités en charge du secteur. C'est le conseil départemental, les maires et les comités intervillageois et en plus des exploitants forestiers qui se réunissent pour voir comment répartir le quota suivant les forêts aménagées qui sont dédiées à être exploitées. Entre autres ennemis des forêts, en dépit de la coupe abusive, les feux de brousse. Face au manque de moyens, les communautés locales ne comptent que sur l'ouverture des pare-feux et le déclenchement des feux de brousse précoces. Nous avons le devoir de nous lever comme un seul homme pour pouvoir lutter contre ces feux de brousse. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place les pare-feux dans cette zone-là parce que c'est une zone qui est exposée chaque année à des départs de feu. Plusieurs schémas ou stratégies ont été adoptés sans véritablement cerner la problématique de façon définitive. Récemment, le chef de l'État a jugé nécessaire de créer une agence dite de reforestation et de la muraille verte. Nous, ce qu'on avait proposé, qu'on dote la direction des eaux et forêts de moyens conséquents pour pouvoir assurer la reforestation et assurer aussi la protection des forêts. Mais en lieu et place de l'agence. Parce que la direction est là. Pourquoi créer une autre agence encore? Et comme l'agence a été créée, il revient maintenant à l'État de mettre les moyens. Des moyens pour pouvoir au moins permettre à l'agence de commencer à exécuter ses activités sur le terrain. Les résultats sont certes encourageants, mais peu suffisants pour endiguer le mal. Tout le long de la frontière, les trafiquants ont érigé des dépôts de bois à destination exportation à partir de la Gambie. Nous sommes en discussion avec les autorités gambiennes, mais également il va falloir que du côté du territoire national, que nous accentuions notre lutte. C'est une approche très noble, mais c'est une approche aussi qui a vraiment tardé à être adoptée. Parce que tout le monde sait que le bois de vin frauduleusement extrait de nos forêts transite par la Gambie. En attendant, c'est la mort dans l'âme que les défenseurs de l'environnement constatent la catastrophe écologique qui gagne du terrain sans que les communautés locales n'en prennent vraiment conscience, alors que leur survie en tant qu'éleveurs ou agriculteurs en dépend.
Ailleurs à suite, direction à présent à la Guinée, le débat politique reste dominé par les réformes constitutionnelles annoncées. Le Parlement européen s'y invite et met de l'eau dans le moulin du Front national pour la défense de la Constitution. Une récente résolution de l'institution européenne condamne la répression policière et toutes les violences qui ont eu lieu depuis quelques mois en Guinée. À Conakry, pouvoir et opposition apprécient diversement cette actualité. Correspondance Momodou Mokhtar Souaré et Sa Alou. Sans doute, le Front national pour la défense de la Constitution n'avait encore jamais reçu un aussi fort soutien que celui du Parlement européen. Ce n'est pas une victoire, ils le savent, mais ce moment, si rarement arrivé, mérite d'être célébré. Foni Kemengue, une des figures de proue du mouvement, parle d'un moyen de pression efficace sur le président Alpha Condé. Nous accueillons avec grande satisfaction le soutien du Parlement de l'Union européenne. Ce grand soutien au peuple de Guinée vient à point nommé. Ça fait qu'aujourd'hui, le taux se resserre encore au président de la République, M. Alpha Condé, qui n'a qu'un seul choix aujourd'hui, c'est de renoncer au projet de troisième mandat. Les militants du plus vieux parti de Guinée, le PDG RDA du feu président Ahmed Sékou Touré, ne voient pas les choses de la même manière. Cette résolution du Parlement européen, décidée à rappeler les dirigeants de Guinée à l'ordre, ne porte d'après eux qu'un seul mot, l'ingérence. Donc nous n'avons pas été surpris, mais le PDG a toujours cette position de principe et salue la décision ou la position même du chef de l'État par rapport à cette question de souveraineté qui est de principe, qui est non négociable, qui est non inaliénable. Donc pour nous, la position du chef de l'État d'abord est à soutenir, est à apprécier. Et nous nous disons simplement aux députés ou à ces députés du Parlement européen pour dire qu'ils se trompent encore sur l'Afrique, ils se trompent encore sur la Guinée. Ils ont des problèmes en France, ils ont des problèmes en Europe, on ne s'en mêle pas. Qu'on nous laisse régler nos problèmes ici en République de Guinée. S'il est évident que le FNDC, malgré la forte mobilisation qu'elle suscite, peine à faire fléchir le pouvoir, sa résolution par ailleurs consiste maintenant à rallier un maximum de personnes, des non-guinéens compris, à sa cause. Le combat guinéen aujourd'hui est un combat panafricain. La lutte que nous menons, que le FNDC mène, est une lutte panafricaine. Ça fait que tous les activistes africains se retrouvent dedans. C'est pourquoi ils mènent le combat auprès de nous. Nous discutons avec eux. Vous avez vu la sortie de Tiken Diafakoli, de Guigui Awadi, de Fadel Barro, et beaucoup d'autres Africains, beaucoup d'autres personnalités africaines qui se prononcent au fur et à mesure sur le cas guinéen, puisque ça intéresse en quelque sorte toute l'Afrique. Nous sommes tous aujourd'hui souciés du sous-développement de notre continent. Nous voulons tous l'émergence de cet grand continent, mais ça ne peut pas aller avec des tares comme le changement des constitutions dans les pays africains pour permettre au président africain de s'éterniser le pouvoir. A rappeler que la Guinée enregistre depuis la mi-octobre 2019 des protestations qui ont fait au moins 29 morts, dont 28 civils et un gendarme. Le portrait ce soir, nous allons vous présenter le plus grand mammifère à l'heure actuelle sur Terre. Sa tête culmine à près de 6 mètres, un cou d'une longueur presque infinie. Il fut un temps où l'on en trouvait au Sénégal, mais l'activité humaine l'a petit à petit repoussé hors de nos frontières. Aujourd'hui, l'animal a quasiment disparu. Cependant, depuis quelques années, la réserve de Bandia, située à 65 km de Dakar, en a réintroduit quelques spécimens. Ce soir, c'est la girafe qui se présente à vous. Et c'est un reportage de Kessendour sur les belles images d'Augustin Mandan. Une silhouette longiligne et un regard doux qui culmine à près de 6 mètres de hauteur. La girafe ou Girafa camelopardalis, troisième plus grand animal terrestre après l'éléphant et le rhinocéros,
a toujours fasciné les petits comme les grands. Ces caractéristiques hors normes en ont fait un symbole d'altesse non seulement en Afrique, mais également partout dans le monde. Comme animal, la girafe, c'est vraiment une beauté, c'est fascinant. Du point de vue des taches, aucune girafe n'est pareille à l'autre. Donc elles sont toutes différentes, c'est leur carte d'identité, c'est leur empreinte digitale. C'est comme la main d'un homme. Je trouve que c'est un animal fabuleux, il est majestueux. On a l'impression que la girafe est au ralenti. Elle court et marche l'amble. L'-A-M-B-L-E, qui signifie que la girafe, quand elle se déplace, en fait, elle envoie les pattes postérieures en avant des pattes antérieures, en même temps et du même côté. S'il y a des animaux qui marchent l'amble autre que la girafe, le dromadaire ou le chameau, c'est qu'ils ont été dressés pour marcher l'amble. Une démarche particulière qui donne à la girafe un air de légèreté. Pourtant, à la naissance déjà, un girafon pèse 80 kg. À l'âge adulte, il pourra atteindre 1,8 tonne. Et si son poids est une force certaine, il n'en reste pas moins que ce géant de la savane a un talon d'Achille. Du point de vue du poids, déjà, 1,8 tonne. Donc, un coup de patte, forcément, c'est mortel. C'est pourquoi elle est attaquée que quand elle boit. Parce que quand elle boit, en fait, elle forme avec les pattes un angle de 60 degrés et plonge le cou pour boire. C'est en ce moment qu'elle est vulnérable. C'est le moment que guette le lion en général dans les savanes africaines pour casser à la girafe sa région cervicale. Mais en dehors de cette posture, il est difficile qu'un prédateur s'attaque à la girafe. Et même quand elles boivent, généralement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si certaines girafes sont en train de boire, d'autres montent la garde pour prévenir d'un danger éventuellement. Donc elles ne vont pas tous au point d'eau et tous se baissant le cou pour boire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en général, quand la girafe arrive au point d'eau, si certaines girafes sont en train de boire, d'autres montent la garde. La girafe se nourrit principalement d'acacias. Son caractère herbivore lui permet d'entretenir de bonnes relations avec les autres espèces. Avant sa disparition à l'état sauvage, il n'était pas rare de la retrouver au milieu des zèbres ou des antilopes. En fait, la girafe, c'est un animal qui a existé au Sénégal et qui a disparu depuis des années. Et la première réintroduction de girafe a été faite par les promoteurs de la réserve de Bandia. Et les premières girafes qui sont arrivées en 1997. Et de 2 couples de girafes, nous sommes partis. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 girafes. Depuis 2016, la girafe est classée comme espèce vulnérable. En 30 ans, le nombre de ces individus a diminué de 40%, une situation qui laisse craindre aux chercheurs une extinction silencieuse de l'espèce d'ici quelques années. Kessendour, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Vous vous êtes rendu à la réserve de Bandia, ces girafes, vous les avez approchées et qu'est-ce qu'on ressent quand on approche un animal si grand, si impressionnant? Eh bien, c'est vrai qu'au départ, on a tendance à se sentir tout petit et particulièrement chétif. Mais très vite, on est rassuré parce que la girafe est un animal qui est relativement calme et craintif. Tout l'enjeu du reportage, c'était plutôt de les approcher sans les effrayer plutôt que de nous protéger. Par contre, en réalité, ce qui était plus étonnant, c'est qu'il s'avère que c'est une espèce qui est plutôt curieuse. On en a vu plus d'une lors du tournage qui tendait le cou pour observer le caméraman, en se demandant un petit peu qui était cet énergumène qui venait inquiéter leur bébé et troubler leur tranquillité. Mais au final, on est plus si impressionné que ça. Mais c'est vrai que c'est très grand, c'est impressionnant et c'est surtout très beau comme animal. Alors, la girafe fait partie de notre histoire et des contes que l'on raconte à nos enfants. Comment se fait-il qu'on n'en trouve plus au Sénégal ? Bon, déjà, il faut commencer par dire que la girafe, c'est pas un animal qui est particulièrement fragile. Les femelles mettent bas debout et dès la naissance, le girafon fait une chute de 2 mètres. Et sa taille fait qu'il est à l'abri d'énormément de prédateurs. Le seul prédateur en dehors du lion qui reste un petit peu, c'est l'être humain. Et de par l'histoire, quand le colon est arrivé, il a commencé à chasser, à organiser des safaris et forcément ça a engendré une diminution drastique du nombre d'individus, je le disais à la fin du reportage.
Et la deuxième raison, c'est tout simplement la modernité, l'industrialisation, l'extension des villes font qu'on a petit à petit rasé de plus en plus d'arbres et la girafe se nourrit des feuilles qui se trouvent au sommet des tiges. Donc moins d'arbres dit également moins de nourriture et donc le déplacement de cette espèce vers des zones plus propices à leur développement ou alors tout simplement l'extinction de l'espèce. Alors, vous venez de nous l'expliquer, la girafe a été victime de l'homme. Dans votre reportage aussi, elle apparaît très paisible. Mais comme n'importe quel autre animal, elle doit bien avoir un instinct de survie. Est-ce qu'elle peut être dangereuse, agressive? Eh bien, de manière générale, son instinct de survie ne s'exprime que par la fuite. Mais ça, c'est quand il s'agit des autres espèces. La girafe peut avoir un côté agressif, mais seulement avec d'autres girafes. Et ce sont les mâles exclusivement qui se battent en réalité pour les femelles. Et dans ces cas-là, on peut voir deux girafes se battre à coups de coups. C'est extrêmement violent, donc on voit des mètres et des mètres de coups qui se frappent et les combats peuvent aller jusqu'à déracinement des arbres alentours et jusqu'à ce qu'un des deux combattants décide d'abandonner le combat et de laisser les femelles à l'autre mâle. C'est la seule raison. Et la girafe est gentille avec l'homme? Non, oui, en réalité. Elle n'attaque pas l'homme. Non, pas du tout. Elles ont plutôt tendance à se cacher. Ouais. Et dès qu'on approche un peu trop, bon, c'est la fuite. C'est un peu dommage parce qu'on a envie de les approcher toujours de plus près. Mais elles ne présentent aucun danger pour l'être humain, raison pour laquelle elles ont disparu si facilement. Kessen, on va laisser une citation sur la girafe à nos téléspectateurs. C'est très pénible de peigner la girafe. Effectivement, une expression bien connue, Mamadou. Merci Kessen Ndour qui signe la fin de la totale ce soir. Vos rendez-vous idées avec Sophie Abba. N'oubliez pas aussi l'équipe sportive autour de Malik Thiandoum avec Omnisport. Masmoup était à la réalisation. Rédaction en chef Khalifa Diakhaté. Merci à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce 6e numéro de la totale. C'est fini donc pour ce soir. Excellente soirée. Rendez-vous dimanche prochain.